Quel bilan peut-on faire après 50 ans de construction de l'Europe? Je voudrais vous proposer de regarder 5 cartes pour nous remettre en mémoire d'où nous venons, pour poser les problèmes tels qu'ils se présentent à nous, et enfin pour proposer quelques pistes pour l'action. Voici l'espace géographique dont nous parlons. D'abord, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de continent européen. L'Europe est une péninsule de l'Eurasie, avec des contours évidents au nord, à l'ouest et au sud, mais la limite est n'est pas définissable simplement. Ensuite, il n'y a pas de superposition obligatoire entre l'Europe géographique que l'on vient de voir et l'Union européenne que l'on voit ici. L'Europe dispose de plusieurs organisations politiques à géométrie variable dont vous voyez les empreintes, notamment le Conseil de l'Europe, l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et l'OTAN. Et puis on peut être européen sans être membre de l'Union européenne, comme un Islandais, un Norvégien, un Suisse ou un Serbe. Donc, première carte, ne cherchons pas l'Union européenne dans un déterminisme géographique, mais plutôt dans une logique historique. L'Europe unie est née de son passé et non de son espace. Elle vient d'une histoire qui n'a cessé d'être militaire et conquérante. Précisément, la deuxième carte que l'on peut regarder est celle de nos champs de bataille, exactement entre 1740 et 1990. Cette géographie de nos cimetières est tirée de l'atlas Fragments d'Europe, qui localise quelques 600 grandes batailles pendant 250 ans. On voit là, sur la carte, certaines des batailles les plus célèbres. 18e, 19e, 20e siècle, on compte 160 conflits armés interétatiques, avec presque toujours des théâtres d'opérations identiques, puisqu'ils correspondent à des enjeux identiques. Conquérir un port, une ville, des ressources minières, modifier une frontière. Mais il y a aussi les guerres à l'intérieur des États, c'est-à-dire des guerres civiles, qui parfois se nomment guerre de résistance ou guerre de libération. Alors cette carte résume une part essentielle de notre histoire. Sauf qu'elle ne fonctionne plus pour légitimer la construction européenne. Les élèves, les étudiants, les jeunes n'y accordent plus de crédit ou d'importance. Quand on est né en 1987, la paix ne fait pas rêver, elle est une normalité, une évidence. Pourtant, la question qui se posait après 1945, c'était bien comment dépasser cette rivalité constante entre nos peuples, ou plutôt entre leurs dirigeants, qu'ils soient empereurs, monarques ou élus d'une république. L'unification de l'Europe se fait dans un premier temps à 6 États, sur une base avant tout économique. D'abord par l'européanisation des mines de charbon et de la production de l'acier, puis en s'élargissant à d'autres secteurs de l'économie, avec la signature du traité de Rome en 1957, qui crée le marché commun. C'est ce traité de Rome que nous célébrons en 2007, qui deviendra ensuite la CEE, puis l'Union européenne. Les cartes sont un bon outil pour mesurer l'unification progressive de l'espace européen. Le marché commun passe à 9 États avec l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande en 1973, à 10 États en 1981 avec l'entrée de la Grèce, à 12 en 1986 avec l'arrivée de l'Espagne et du Portugal, à 15 en 1995 avec l'entrée de la Suède, de la Finlande, de l'Autriche, des États neutres qui n'avaient plus alors besoin de l'être, car la division Est-Ouest n'existe plus depuis 1989. Et avec la fin de l'URSS, les pays de l'Est de l'Europe sont immédiatement candidats à l'entrée dans la communauté européenne. Ils attendront 14 ans, ouvrant sur le dernier élargissement de mai 2004. L'Europe se porte alors vers son Est, mais aussi vers son Sud, avec l'entrée de Malte et de Chypre, puis enfin vers son sud-est, avec en janvier 2007 l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'Europe communautaire est un ensemble formé de 27 États, dont les institutions exécutives, parlementaires, juridiques et financières sont à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg et Francfort. Elle est une organisation politique tout à fait originale, l'une des 3 régions les plus riches du monde, avec le Japon et les États-Unis. C'est un succès qui attire un modèle novateur,
mais un modèle en crise. Et la crise porte sur les institutions, conçues pour fonctionner à 12 et non pas à 27, sur la légitimité démocratique, les noms des Néerlandais et des Français au référendum sur la Constitution sont venus le rappeler, et sur la suite à donner aux élargissements. Soyons clairs, en l'état actuel des choses, l'Europe ne dispose ni des institutions, ni des ressources budgétaires lui permettant de supporter un nouvel élargissement. Plus grave peut-être, les opinions publiques en matière d'identité n'ont plus la capacité d'absorption, du moins pour le moment. Et pourtant, à l'horizon 2009, c'est-à-dire tout de suite, la Croatie devrait rejoindre l'Union européenne. La Macédoine a été reconnue candidate. Le processus d'association est en cours avec l'Albanie, la Bosnie. Pour la Serbie, elle se négocie contre un accord sur un nouveau statut pour le Kosovo. Il y a une logique historique et géographique à l'intégration des petits États des Balkans, l'Union européenne ayant intérêt à la stabilisation de son voisinage plutôt que d'ignorer celui-ci, évidemment. Mais intégrer les États balkaniques avant ou après la Turquie? Le débat est complexe car, en termes de sécurité, la Turquie a toujours été un allié fiable. Mais en termes d'opinion publique, la réticence est forte. Regardez ce graphique qui vient d'Eurobaromètre. En 2006, il montre les pays qu'on accepte le mieux et ceux que l'on accepte le moins. Eh bien, le plus, la Suisse, le moins, l'Albanie et la Turquie. Les États dont on veut le moins dans l'Union sont ceux dont la population est majoritairement musulmane. Et pourtant, il n'y a nul critère religieux dans le projet européen. Alors faut-il limiter l'extension de cette organisation? Mais à ce moment-là, en fonction de quels critères? Puisque désormais, le problème, c'est tout de même la légitimité. Quel objectif pour cette Europe? D'autant que l'environnement, la sécurité, le terrorisme, la grippe aviaire, l'émigration, l'emploi, la stabilité des monnaies sont des questions qui, justement, ne peuvent plus être gérées à la seule échelle de l'État. Donc, ils rendent légitime une construction supranationale. Or, c'est pourtant maintenant que l'on doute du bien-fondé du projet. En ce début du XXIe siècle, le sens historique du projet européen semble pris entre deux visions. L'approche franco-allemande, continentale, avec pour ambition une sorte de fédération des États-nations, ouvrant sur une cohésion de l'Europe unie. Ou alors on a l'approche britannique. L'Union a alors pour fonction première d'être un mécanisme d'insertion dans le processus de mondialisation. Elle doit être une force économique permettant de tenir les concurrences américaines et asiatiques. C'est le projet d'une Europe avant tout commerciale. Pour vous donner un ordre de grandeur, le produit intérieur brut des États-Unis en 2006 était de 13 474 milliards de dollars et il était de 14 923 milliards de dollars pour l'Union européenne. La population pour l'Europe communautaire est de 456 millions d'habitants pour 300 millions d'habitants exactement aux États-Unis en 2006. Eh bien, cette vision anglo-saxonne veut élargir l'Europe à un maximum d'États voisins dans un large marché pour les rendre démocratiques et capables de fonctionner dans la mondialisation. Eh bien, pour cette approche, la cohésion institutionnelle n'est pas nécessaire en Europe. Voilà où nous en sommes en extension géopolitique, mais aussi voilà où nous en sommes de la crise, sur les institutions, sur la légitimité et sur les objectifs. Résultat, on oublie qu'aucune région du monde n'a développé des systèmes aussi sophistiqués de protection de l'individu, que l'Europe est une puissance normative, par exemple auprès de l'OMC, que l'euro devient une monnaie de réserve dans le monde, que l'Europe finance et organise des opérations de maintien de la paix dans les Balkans, dans la région d'Aceh, en Indonésie, en République démocratique du Congo, exportant ainsi des mécanismes de paix par la contagion, si l'on peut dire, et non pas par les armes. Sauf que le monde où nous vivons reste organisé en États souverains. Donc l'Union européenne souffre à la fois de ne pas en être un, mais en même temps d'être beaucoup plus qu'une simple organisation internationale. Donc comment exister quand on est précisément entre les deux? Alors tout reste ouvert, à chacun d'entre nous de faire évoluer au mieux ce que Jacques Delors qualifiait d'OPNI, l'Europe un objet politique non identifié.